Bienvenue dans ce Deep Dive. Aujourd'hui, on plonge dans un témoignage assez fort. Le chapitre 11 de 2018, Ma vie bascule. L'idée, c'est de décrypter ensemble cette année vraiment charnière, des hauts, des très bas, et puis un tournant radical. Ça commence plutôt bien, enfin sur le papier, une garde alternée qui devient officielle. Alors début 2018, la personne dont on parle découvre un nouveau truc, l'homologation d'une convention parentale. En gros, si les deux parents sont d'accord, hop, pas besoin de passer devant le juge aux affaires familiales, le JAF. Ça faisait 2 ans que la garde alternée fonctionnait de manière informelle, et son avocate lui dit non mais c'est gagné d'avance devant le juge, mais lui, il choisit quand même cette convention. Ça semble plus simple, plus apaisé, non ? Oui, sur le papier, ça semble conciliant. Mais en fait, ça montre déjà une certaine dynamique. Il y a eu une médiation et il a dû payer seul l'avocate spécialisée. Ah oui, hein ? L'autre partie a refusé. Complètement. 200 € par rendez-vous, c'est pas neutre. Et en 2 fois, il a cédé à toutes les demandes de son ex-conjointe. Elle aurait rien eu à payer, selon le récit. Il a même payé 1 000 € pour la rédaction de la convention elle-même. D'accord, donc un accord, mais un peu à sens unique, quoi. C'est ça. Et en juin 2018, la garde alternée est officiellement actée. À ce moment-là, il décrit une vie plutôt stable. Il a du succès pro avec une plateforme de formation, il est indépendant financièrement, il a retrouvé un cercle social, une vie normale, quoi. Le seul point noir, comme il dit, c'est cette relation toujours tendue avec l'ex. Et cette année 2018, c'est aussi ses 50 ans. Il y a des moments forts qui sont racontés. Il reprend contact avec son père, qu'il n'avait pas vu depuis 10 ans. C'est un moment important, ça. Oui, et il lui présente sa fille pour la première fois en juillet. Très émouvant d'après ses mots. Il y a aussi des voyages avec sa fille, Paris, Londres et même New York pour ses 50 ans en juillet. Ils ont vu la finale de la Coupe du Monde au Rockefeller Center. Il précise bien que ce genre de voyage aujourd'hui, ce serait juste impensable. Une sorte d'apogée en quelque sorte, avant que tout ne bascule. Exactement, parce que cette reconstruction, elle va voler en éclats. Le 20 novembre 2018, il va chercher sa fille à l'école, comme d'habitude, et là, elle lui dit « Papa, j'ai mal au nez ». Et regarde, le nez est gonflé, il demande « Mais comment tu t'es fait ça ?» Réponse « C'est maman qui m'a tapé ». Oh, là. Le choc. Oui. Le choc absolu. Et là, la machine s'emballe un peu. Il essaie de voir un médecin, pédiatre, généraliste. Personne ne dispo rapidement. Il appelle SOS médecin. Et là, quand il parle de gifles, de nez douloureux, le médecin au bout du fil suspecte quelque chose de plus sérieux. Il conseille direct les urgences pédiatriques. Il précise même qu'en tête suspicion de violence sur mineur, il y a un protocole. D'accord, donc direction les urgences. Voilà. Arrivé vers 17h30, l'infirmière d'accueil demande à la petite « Qu'est-ce qui t'arrive ?» Et la fille répond direct « Ma mère m'a tapé ». L'infirmière enchaîne « C'est la première fois ?» Réponse « Non ». Ah ouais. À partir de là, l'enfant est pris en charge séparément jusqu'à 22h30. Le père, lui, il repart avec un certificat médical, ça dit nez édématier. Et surtout, on lui donne un numéro, celui de l'UAED. L'unité d'accueil enfants en danger. C'est ça. Un service du département qui évalue les situations, on lui dit d'appeler. Petit détail. Vérifier que le nom du médecin est bien sur le certificat. Important pour la suite. Le lendemain, il va voir le directeur de l'école, il montre le certificat. Le 21 novembre, il appelle l'UAED. Mais là, problème, le rendez-vous, c'est pas avant le 4 décembre. Et la semaine juste avant, sa fille doit retourner chez sa mère, selon la garde alternée. Le dilemme terrible, que faire ? L'UAED lui conseille de la ramener, pour ne pas éveiller les soupçons. C'est glaçant comme conseil quand on y pense. Mettre l'enfant potentiellement en danger pour préserver une procédure, c'est rude. Et la secrétaire de l'UAED, elle enfonce le clou. Elle lui demande s'il est vraiment sûr de vouloir faire auditionner sa fille. Elle lui dit texto « Votre vie va basculer ». Il décrit la semaine avant l'audition comme un cauchemar. La petite est hyper angoissée, elle veut pas y retourner. Le 4 décembre arrive. L'audition à l'UAID. Il y a la chef de service, une psychologue. Et là, la fille, elle parle. Elle raconte des sévices. Elle dit que ça a commencé en 2013. Elle avait 5 ans. Très factuellement, comment sa mère lui prenait la tête, la secouait, les menaces. Si tu continues à pleurnicher, je t'en colle une autre. Mon Dieu. Et le père ? Le père, il craque. Il s'effondre en entendant ça. Et il avoue que lui aussi, il a été victime de violences de la part de son ex-conjointe.
Suite à ça, l'UAID fait ce qu'on appelle une information préoccupante. C'est un signalement direct au procureur. D'accord. La psychologue, elle va plus loin. Elle lui conseille de porter plainte pour violence sur mineur. Et elle lui pose la question fatidique. Vous comptez la remettre à sa mère ce soir? Sa réponse, non. La rupture est consommée. Exactement. Et dans la foulée, une ITT, une incapacité totale de travail, de 15 jours est prescrite. Pour le père et pour la fille. Ça reconnaît l'impact. Et là, c'est le début de l'engrenage judiciaire, comme il dit. Le 7 décembre, il va porter plainte au commissariat. Il demande quels sont les risques s'il ne remet pas sa fille, comme le jugement de garde l'y oblige techniquement. La réponse qu'on lui fait est assez floue. C'est votre devoir de père de protéger votre fille, vous serez convoqué. Ambigu, oui. Parce qu'à ce moment-là, il ne sait pas qu'il risque la correctionnelle pour non-présentation d'enfant. C'est un délit. Ah oui, quand même. Et donc s'ensuivent 4 mois très très durs. Il garde sa fille, pas de contact avec la mère, il se prend 4 plaintes pour non-présentation d'enfant, un huissier débarque chez lui, des scènes terribles devant l'école où la mère vient chercher la fille et la petite s'accroche à lui, refuse de partir avec sa mère. L'angoisse pour tout le monde. Pour la fille, c'est terrible. Il dit qu'elle dormait avec lui pendant 2 mois, elle répétait « Papa, protège-moi, j'ai peur ». Et pendant ce temps, il subit un harcèlement par message de l'ex-conjointe. Elle l'accuse d'avoir kidnappé sa fille. Il mentionne même des accusations très graves de relations incestueuses que l'ex et son avocate auraient formulées en lien avec sa stérilité à lui. C'est violent. C'est extrêmement violent. Et l'école dans tout ça? Le récit évoque aussi un harcèlement que la fille aurait subi dès la maternelle, lié à sa dyslexie. Il reproche à l'école une certaine inaction à l'époque, il faut les laisser régler leurs problèmes entre eux. Il cite même des mots très durs d'enseignants. La situation s'est améliorée plus tard dans un collège privé. Donc, fin 2018, le tableau est sombre. Il se sent seul à gérer les confrontations, le harcèlement. La seule petite lumière, c'est que son avocate a réussi à obtenir une date d'audience devant le JAF pour le 7 février 2019. Une perspective enfin. Oui. Mais il sait que l'année qui arrive va être épouvantable. Il anticipe le harcèlement, les tentatives pour le pousser à la faute, alors il fait un choix. Passer Noël à la neige avec sa fille. Une sorte de bulle, une parenthèse avant la tempête annoncée. Ce récit, il met vraiment en lumière une tension fondamentale, non? Entre l'instinct d'un parent qui veut protéger son enfant, là tout de suite, face à ce qu'il perçoit comme un danger, et de l'autre côté, les obligations très strictes du cadre légal, de la garde partagée, du jugement. Oui, ce conflit entre l'urgence perçue et la procédure. Exactement. Et ça pose une question qui dépasse ce qu'apprécie, je trouve. Comment est-ce que notre système, la justice, les services sociaux peuvent mieux accompagner les gens pris dans ces situations? Des situations où ton devoir de parent, tel que tu le ressens, entre en collision frontale avec la loi, avec les risques judiciaires. C'est souvent des choix impossibles, avec des conséquences qui peuvent être dévastatrices. C'est une vraie interrogation sur l'accompagnement dans ces moments de crise aiguë.